Bonjour à tous. Il y a quelques mois, je me retrouve à la soirée d'anniversaire, les 25 ans de l'une de mes meilleures amies. Il s'avère que je ne connais absolument pas son entourage. Nous ne sommes pas de la même ville, nous nous voyons souvent toutes les deux. C'est pour moi l'occasion de partager un bout de ses proches, son histoire aussi. Je me retrouve assise à table, à côté d'une fille que je ne connais pas, mais de toute évidence, quelques petits détails me laissent penser que ce sera plutôt simple d'établir la conversation. Elle a à peu près mon âge, alors j'engage la discussion. Tu t'appelles comment et sinon tu fais quoi dans la vie? Voilà, d'une manière assez basique, c'est comme ça que la discussion a commencé. Alors on rentre dans des sujets de conversation un peu plus sérieux. C'est pour moi l'occasion de partager un bout de mon histoire intime, personnelle et familiale. Notamment celle de mes arrière-grands-parents, juifs, résistants, cachés près du Chambon-sur-Lignon après avoir échappé à la rafle du Veldiv. Je lui raconte notamment que j'ai réalisé un documentaire audio, radiophonique, dans ma génération on appelle ça un podcast, sur la mémoire, qui raconte cette histoire. Un podcast sur la mémoire, une autre façon d'aborder l'histoire de l'immigration, l'histoire de la résistance aussi. C'est le propos de ce podcast. Retour en terre des justes, il s'appelle. Et là, elle me prononce cette phrase à laquelle je ne m'attendais pas une seconde. Non mais tu sais, moi l'histoire, ça m'intéresse pas trop. Alors je vois certains visages, certains peut-être trouvent ça complètement inapproprié, se disent mais comment on peut avoir le culot de dire des choses comme ça. Peut-être que certains s'offusquent aussi de ce genre de réaction. Moi dans un premier temps, j'ai trouvé ça plutôt absurde. Et puis j'ai réfléchi, dans un second temps, cette réaction m'a complètement effrayée. En y pensant, c'est le début de tonnes de questions dans ma tête, tout ce qui se bouscule. Est-ce que ça veut dire que les gens de mon âge, de ma génération, ne s'intéressent pas à l'histoire? C'est la question que je me suis posée. Il y a un concept marketing que j'ai appris durant mes études, qu'on appelle l'écran de fumée. Pour tout vous expliquer, l'écran de fumée, c'est le fait de considérer qu'un fait est vérité, parce qu'elle incarne ce qu'on voit dans notre propre environnement. Pour ma part, je suis plutôt entourée d'amis qui ont mon âge, qui sont intéressés à l'histoire, qui s'intéressent à plein de choses en général, qui sont des gens curieux et qui sont enthousiastes, qui ont été très enthousiastes quand je leur ai parlé de ce projet autour du devoir de mémoire. Alors là, mon écran de fumée se brise en 1000 morceaux. Est-ce que cette maïlis est le reflet de ma génération? Ça m'inquiète beaucoup. En plus, j'entends beaucoup des personnes plus âgées que moi me dire « Oh, mais les gens de ta génération s'intéressent plus à rien, vous êtes complètement désintéressés. » Est-ce qu'ils ont raison? C'est la question que je me suis posée. À ce moment-là, je psychote. Alors, pour cette prise de parole, il me semblait évident d'aller chercher la réponse. Différentes études, différents articles. À vrai dire, rien de très concluant. Il y a quelque temps, Le Parisien titrait un article qui s'intitulait « Près de la moitié des 16-24 ans ne savent pas en quelle année a eu lieu la Révolution française, selon un sondage ». A contrario, un article sur France Info dit le contraire. Une étude universitaire va à l'encontre des idées reçues et démontre que l'histoire de France intéresse vraiment les jeunes. Alors je ne sais pas trop quoi penser. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai pu constater des nouveaux concepts fleurir un petit peu partout, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous en propose quelques-uns. Paul Alban, un jeune homme de 28 ans qui a près de 56 000 followers sur les réseaux sociaux, qui raconte la mémoire des personnes âgées, la résistance. Et vous savez quel est le public? Les 18-25 ans. Plutôt rassurant. Deuxièmement, un youtubeur qui s'appelle Nota Bene, qui parle de l'histoire en général. 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Sa cible, les 16-20 ans. Et enfin, Hugo Décrypte, plus sur l'actualité, 3,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il fait des résumés de l'actualité et son public, les moins de 30 ans. Alors me voilà rassurée, cette maïlis que j'évoquais au début de cette prise de parole n'est pas le reflet de ma génération. Et ça me rassure beaucoup. Parce que je pense, le plus sincèrement du monde, qu'on ne peut pas expliquer le présent sans comprendre le passé. On ne peut pas aller de l'avant, à mon sens, sans prendre le temps de regarder de temps en temps derrière soi, de se retourner. Et d'ailleurs, cet exemple, il est valable pour plein d'autres choses. Au rugby, pour les amateurs de sport, c'est exactement la même chose. Pour aller de l'avant, on est obligé de faire des passes arrière. Même exemple. J'aime bien dire que l'histoire, c'est un peu le rétroviseur de la vie. Quand on conduit,
Effectivement, c'est mieux de regarder devant soi pour éviter les accidents. Important de regarder sur les côtés, évidemment. Mais le rétroviseur, avant, nous permet d'analyser tout ce qui se passe à l'arrière. Et ça, c'est un bon exemple aussi, à mon sens. Tous ces petits exemples, c'est une façon pour moi de montrer que l'histoire, c'est révélateur de quelque chose. La vraie question que je me pose maintenant, forcément, c'est de se dire comment est-ce que le passé, qui forcément par définition est terminé derrière nous, comment on peut faire en sorte que ce ne soit passé que par le fond, jamais par la forme. On dit que les mémoires de quelqu'un disparaissent vraiment le jour où plus personne ne pense à cette personne. C'est un peu glauque comme façon de voir les choses, mais voilà, c'est ce qui se dit en tout cas. Comment faire en sorte que les histoires ne meurent jamais et qu'on continue à les transmettre, à les partager? Et pour que les histoires continuent d'exister, au-delà des livres d'histoire, au-delà de ce qu'on nous apprend à l'école, au-delà des reportages à la télé, sur internet, à la radio, au-delà des conférences, des regroupements, des lieux de mémoire, des musées, je pense que la transmission, et là je m'adresse plutôt aux plus jeunes qui sont derrière moi, je pense que la transmission, elle se passe d'abord à la maison, dans les discussions de famille, avec nos parents, nos grands-parents. Un peu plus tard, ce sera aussi à notre tour de raconter. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai le sentiment d'avoir, malgré mon jeune âge, assisté et été témoin de plusieurs tournants historiques, des périodes marquantes, certains que j'aurais préféré ne jamais voir exister, la bêtise humaine, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, les attentats Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, trop d'attentats, mais aussi des progrès scientifiques, technologiques, médicaux, Internet, les neurosciences pour mieux comprendre notre cerveau, des joies aussi qui mettent à l'honneur notre pays, la victoire de la France à la Coupe du Monde en 2018, l'ascension de Thomas Pesquet, grande figure française, Julia Ducournau, qui est la première réalisatrice française à avoir reçu la Palme d'Or à Cannes en 2021, et puis plus récemment Justine Triet aussi. Bien des choses qu'on ne maîtrise pas, l'ouragan Katrina, un tremblement de terre à Haïti, une pandémie mondiale. Et enfin, et je voulais insister là-dessus, toutes ces histoires dont on parle moins, parce qu'elles nous semblent sans doute trop loin de nous, trop loin de nos réalités, trop loin de notre propre existence. La Syrie en guerre depuis 2011, les génocides au Rwanda, 8000 morts estimés, et on n'en parle jamais, et pourtant c'était il y a à peine 30 ans. La prise de Kaboul par les talibans en Afghanistan en 2021, l'esclavagisme en Corée du Nord, l'excision au Mali, et tant d'autres histoires. On enseigne la Shoah à l'école, tant mieux, heureusement, qu'on continue à le faire, mais en 1915, la déportation des Arméniens est le premier génocide du XXe siècle. 1 million de morts. On n'en parle jamais. Les oubliés de l'histoire. Je ne citerai pas plus d'exemples parce que j'aurais pas assez de temps et pas assez de voix pour tous les énoncer. Mais ça me tenait vraiment à cœur de rappeler que le tri sélectif, c'est vraiment super quand on parle de ces poubelles. Et c'est pas super du tout quand on parle de l'histoire, de la mémoire et de l'actualité. Alors pour finir, si je devais donner un seul conseil du haut de mon jeune âge, ce serait celui-ci. Je nous invite tous et toutes à raconter autant que faire se peut, à prendre la parole quand il est possible de le faire. Et quant à toutes ces autres histoires qu'on n'évoque jamais, je nous invite aussi à tous et toutes à percevoir ce qui se joue dans les silences. Merci. Est une année anniversaire importante pour notre pays. Il y a 80 ans, c'était le débarquement en Normandie, c'était la libération. Dans cette clairière de Braconne, c'était aussi l'année de l'exhumation des corps des fusillés et de celui de René Chabas, dont le nom figure sur ce monument. René Chabas, jeune résistant de 23 ans, abattu à Angoulême le 21 février 1944, au cours d'une tentative d'évasion. Son corps avait été enfoui dans une troisième fosse près de celle des fusillés.
Pour lui rendre hommage, j'invite les jeunes du conseil communal de Brie à revenir au pupitre, accompagnés de Patricia Urbachtel. Mercredi 21 février 2024. C'était le 80e anniversaire de la mort du résistant René Chabas. Une stèle a été dévoilée à cette occasion à Angoulême devant le numéro 88 à l'angle du boulevard René Chabas et du boulevard Liédo en face du premier immeuble. Dans son livre intitulé Le Cahier, Madame André Gros, qui a bien connu René Chabas, nous parle de lui. Nos familles entretiennent d'excellentes relations. Peu à peu, René va étendre sa confiance à toute notre famille et c'est ainsi que nous sommes entrés dans une activité de résistance organisée. Recherche de terrains d'atterrissage et de parachutage, cache pour du matériel, armes, explosifs, munitions. Arrive la journée dramatique du 21 février 1944. Le matin, je sers sans le savoir son dernier repas à René. René Chabas veut se rendre à Angoulême contre l'avis de ses camarades pour avertir la famille Berger des risques qu'il court depuis la trahison d'un jeune angoumoisin. Boulevard d'Orfond à Angoulême, actuel boulevard Chabas, la maison de la famille Berger sert de boîte à lettres au réseau et les Allemands qui sont casernés de l'autre côté de la route, quartier Bossu, remarquent des fréquents allers-retours. La police allemande la met sous surveillance. Le 21 février 1944, René Chabas est surpris alors qu'il vient récupérer des documents chez les Bergers et les prévenir d'un danger. Arrêté, il parvient à s'échapper du poste de garde, mais il est abattu par la sentinelle allemande au carrefour du boulevard qui porte aujourd'hui son nom et de la rue de Périgueux. Il avait 23 ans. Son nom de résistant était le Parrain, ou Jean-Louis. Son corps a été enseveli dans cette clairière. C'est ainsi que son nom a été inscrit sur le mur de ce monument. Nous participons à l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui pour son triste anniversaire. Cela fait 80 ans qu'il est uni au fusillé de la Braconne.